monsieur. C'est pour moi un grand plaisir et un honneur d'être ici. Merci beaucoup pour cette invitation. Et aussi, j'ai assisté seulement au deuxième jour et aujourd'hui au colloque. Et c'était très fort. J'ai appris plein de choses. Je vais peut-être pouvoir faire des allusions, mais même sinon, vous allez voir, on parle un peu des mêmes sujets. C'est la précision historique surtout. Et le grand mérite de ce colloque, parce que seul l'examen attentif des périodes nous permet d'entrer dans les détails de la production et de la réception littéraire et nous permet aussi d'éviter autant que possible des généralisations sans fondement. Alors voilà, la question du genre a toujours été pour moi essentielle. Les gens qui sont jeunes ne se rappellent pas de moments du passé. Ils étaient trop petits pour se rappeler qu'à un moment donné, on disait « Ah bah le genre n'existe pas, c'est très mauvais de même penser au genre ». Et je vais essayer aujourd'hui peut-être de voir pourquoi ce point de vue avait une certaine crédibilité, quoique au fond, la question du genre est essentielle pour comprendre la création littéraire, la réception littéraire, cette tension entre suivez les habitudes, qu'on appelait à l'époque, peut-être on les appelle encore conventions, et d'autre part, étonner autant que possible, on les surprenait. Aussi, la question du genre est essentielle pour comprendre la nature des jeux fictionnels. Les jeux de faire croire, make believe comme on les appelle en anglais, et sinon même, on pourrait dire faire croire c'est trop fort, les jeux de faire un peu semblant de vouloir faire croire, ok? Les jeux concernant la fantaisie, les romans gothiques, les jeux concernant les idéaux moraux, les romans qu'on pourrait appeler normatifs. L'exemple au XIXe siècle que je connais un peu mieux et qui n'est pas mal. C'est le disciple de Paul Bourget. Chaque genre sollicite le lecteur à sa manière. Il y a des aventures, des sentiments, du conformisme, l'inouï, la profondeur psychologique. Mais ils nous disent tous, venez, achetez, lisez, servez-vous. Et on a très très bien présenté ici ce côté vraiment commercial de la littérature des genres. Alors, je vais parler un tout petit peu de ce qui s'est passé avant le 19e siècle, parce que j'ai cru m'apercevoir que les genres narratifs écrits étaient, tout comme les genres de la littérature orale, assez bien définis. Chacun servant des besoins littéraires prévisibles du public, aussi bien au niveau des thèmes et des conflits qu'à celui des procédures formelles. Donc c'était les deux. Et il m'a semblé, c'est une hypothèse, n'est pas nécessairement, je présente cela comme une vérité définitive, mais il m'a semblé que au XVIIe et jusqu'au XVIIIe siècle, le lecteur avait le choix entre au moins 6 genres narratifs fortement différents les uns des autres, et j'ai comparé cela à la situation dans les librairies américaines, là où elles existent encore de moins en moins. Mais à l'époque, il y avait de grandes librairies, on avait fiction, philosophy, religion, etc. On savait exactement, western, on savait exactement, roman policier, on savait exactement quel genre d'objet on avait. C'était un peu la même chose dans la littérature, dans le roman et dans la littérature narrative en prose jusque tard au XVIIIe siècle. Et il y avait au moins 6 types de romans. Je l'appelle tout simplement, en employant le premier auteur, tout comme on a vu ici que on pouvait parler de le Walter Scott français. Ici, je dirais les Héliodore modernes, parce qu'il s'agit des auteurs qui, à partir de la traduction des éthiopiques en français, espagnol, anglais, etc., italien, allemand, au XVIe siècle, se sont déclarés des disciples de Héliodore, dont le plus connu à l'extérieur de la France demeure Cervantes, qui était un disciple, un passionné de Héliodore. Mais bien entendu, en France, on a
Mademoiselle de Scudéry, on a donc Artamène ou le grand Cyrus, on a Paul-Alexandre de Gomberville, ainsi de suite. Donc, et ces auteurs-là se déclaraient disciples de Héliodore parce qu'ils voulaient réagir contre un autre style de roman très apprécié, le roman de chevalerie tardif, par exemple Amadis. Et tant les romans à la Héliodore et les romans de chevalerie étaient lus jusqu'à tard au XVIIIe siècle, comme le témoigne la Bibliothèque universelle des romans, 1775-1789, un véritable Reader's Digest avant la lettre, où les gens avaient la possibilité de ne pas lire tout Paul-Alexandre, et de lire tout simplement le résumé de à peu près 250 pages, très bien écrit, dans un beau français de la fin du XVIIIe siècle, avec tous les détails de l'intrigue et des personnages de Paul-Alexandre. Troisième, ce sont les romans comiques ou picaresques, une spécialité hispano-anglaise, mais qui au XVIIIe siècle devient fertile en France, XVIIe, XVIIIe siècle, le roman comique de Scarron et plus tard Gil Blas de Le Sage. Ensuite, la pastorale qui débute en Italie, en Espagne, Diane de Montemayor, tellement célèbre à la fin du XVIe, début du XVIIe siècle, et le sommet du genre, l'œuvre la plus connue, la plus parfaite, l'Astrée. L'Astrée de... deux sous-genres un peu moins dont les représentants sont plus brefs, à savoir la nouvelle, une spécialité italienne, reprise en France par deux grandes œuvres, Dom Carlos de Saint-Réal et La princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Une longue nouvelle, ne me tuez pas. Je suis parmi ceux qui pensent quand même qu'à l'origine, c'était une nouvelle, quoique maintenant on nous dit que c'est le premier roman moderne. Je ne m'oppose pas à cela. Et plus tard, Manon Lescaut de Prévost. Et finalement, un genre qui en a presque pas été, qui a très peu de représentants, 2 ou 3, mais qui répond à un besoin énorme à la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, le récit élégiaque. Le récit où une personne raconte ses malheurs amoureux. Le plus célèbre de ces textes sont les lettres portugaises. Bon, on a 4 genres plutôt longs et 2 genres plutôt courts. 4 dont l'action, ou dans la pastorale, la représentation, la présentation est indéfiniment répétitive. Et 2 qui misent sur l'unité de l'action. On a parlé un peu de répétition hier ici, et je dois dire que on se rend compte en essayant de lire ces vieux romans qu'ils avaient exactement le même principe que les séries de télévision invraisemblables. C'est impossible de croire. Les aventures de Amadis ou les aventures de Théagène et Carilé sont invraisemblables. Mais tout comme dans cette série de télévision que j'aimais beaucoup dans ma jeunesse, bon, chacun a ses péchés, le fugitif, rien n'était vraisemblable. Mais par le simple fait que ça se répétait chaque semaine, on était habitués, donc oui, c'était ça, c'était comme ça. Et je me dis que les lecteurs qui lisaient probablement à haute voix avec leurs amis Artamène ou le grand Cyrus, passaient, à un moment donné, ils se disaient oui, c'est comme ça. Dans Artamène, c'est comme ça, donc c'est plus tellement invraisemblable. On accepte ceci grâce à la répétition. Les êtres humains étant, entre autres, des êtres d'habitude, la répétition est essentielle dans la littérature ancienne et ensuite dans la littérature populaire de nos jours. On voit aussi une distinction très claire entre les histoires que j'ai osé appeler idéalistes, mais idéalistes simplement
dans un sens très 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 simple du terme, non pas au sens de où on l'a plus tard utilisé pour les romans de la fin du 19e. C'est un roman idéaliste dans ce sens que on présente une image idéalisée du rapport entre les êtres humains et les normes morales qui devraient les guider. Donc, il y a des personnages parfaits. Il y a des personnages qui n'ont aucun doute sur ce qu'ils doivent faire. Le critique russe Bakhtin était révolté par le fait que dans le roman grec, les personnages n'évoluent pas. Dans le roman russe, évidemment, ils évoluent, ils sont bêtes d'abord, ensuite ils comprennent, ou ils sont superbes d'abord et ils tombent ensuite. Okay? Il était mais je pense que si j'avais pu connaître Bakhtin dans la jeunesse, mais il était en Union soviétique, c'était pas possible, je lui aurais peut-être dit, mais voilà, ils ne changent pas parce qu'ils sont déjà parfaits. Ils sont déjà parfaits. On ne doit pas changer dans des conditions. Heureusement qu'ils ne changent pas. Okay? Ou alors il y a les romans picaresques ou comiques qui exagèrent le contraire, l'imperfection des personnages qui non seulement l'imperfection, mais véritablement la méchanceté des personnages qui ne peuvent survivre qu'en trompant les autres et en faisant toutes sortes d'histoires tout à fait malhonnêtes. Dans la nouvelle, il y a un mélange. Il y a des nouvelles idéalistes ou des nouvelles anti-idéalistes. Et aussi, il y a des nuances. Il y a des nuances. Les choses ne sont pas si simples que cela. Dans la pastorale, il y a comme une sorte d'idéalisme mélancolique parce que les personnages ne sont pas parfaits. Ils tombent amoureux de quelqu'un d'abord, ensuite de quelqu'un d'autre, ensuite. Mais à la fin, quand même, la solution finale, avec l'aide des nymphes dans l'Astrée, la solution finale est toujours la bonne solution morale idéalisée. Et ces personnages-là sont toujours imparfaits. Il y a un idéalisme mélancolique, toujours mélancolique dans le récit élégiaque, dans le récit, par exemple, de la religieuse portugaise. Et les personnages sont clairement modelés par l'orientation idéaliste ou anti-idéaliste. Ils sont soit parfaits, soit tout à fait lamentables. Okay? Et c'est intéressant. J'ai toujours suivi les conflits concernant la formation des couples dans le roman grec, la pastorale, le récit élégiaque et la nouvelle, ou la survie personnelle dans le récit picaresque et l'imposition d'un ordre social, la chevalerie. Mais cette année, en devant faire un petit papier sur Dickens, j'ai réfléchi précisément à ce dont on a parlé tout à l'heure, à savoir au rapport entre parents-enfants. Le fait que le mystère des origines, l'énigme des origines, et le roman grec et pratiquement aussi tous les grands romans de leurs disciples, y compris Artamène ou le grand Cyrus, jouent sur le fait que c'est dans notre espèce, la paternité, maternité ou l'origine n'est pas donnée. On ne sait pas. Elle n'est pas donnée. Et je pense que c'est cette énigme qui est plus importante. Même, c'est dommage aussi que Freud n'est plus là parce qu'on pourrait lui parler un peu avec lui. Dans l'histoire d'Oedipe, c'est là le problème. Le problème n'est pas que Oedipe est amoureux de sa maman, parce qu'évidemment, il ne l'est pas. Il doit épouser cette reine plus vieille que lui, tout simplement compris pour pour son intelligence, mais et comme promotion sociale, bien entendu. Mais cette histoire aussi est fondée sur l'énigme de l'origine. Elle n'est pas donnée à l'avance. Ces romans réfléchissent à la formation des couples et à l'origine et au mystère de l'origine, comme le fera plus tard quelqu'un comme Dickens. Donc l'orphelin ou celui qui ne connaît pas ses véritables parents sont là depuis très très longtemps. Ok.
Alors, aussi, c'est très intéressant de voir la présence internationale du genre. Les traductions ou les imitations étaient presque immédiates, et dès qu'on a redécouvert Héliodore, il a tout de suite été traduit partout, de la même manière. Don Quichotte a été immédiatement traduit partout, et une nouvelle dans Don Quichotte, peut-être la plus intéressante, le curieux impertinent, qui à mon avis a dû avoir une influence sur Madame de Lafayette, a été traduite plusieurs fois au XVIIe siècle pour être toujours au courant des changements de la langue. Plus tard, la même chose est vraie pour Pamela et Clarisse de Richardson, Tom Jones de Fielding, Tristram Shandy de Sterne. Au XVIIIe siècle, l'impact est visible. Julie ou la Nouvelle Héloïse suit et souhaite améliorer Clarisse. Et vous savez que Diderot n'était pas d'accord avec cela. Il n'a pas attaqué ouvertement Rousseau, mais il a fait un éloge de Richardson où il dit, écrit, je ne sais pas, 15 ou 16 ans après la publication de Clarisse de Richardson, où il fait un éloge de Richardson justement pour montrer, pour suggérer que Rousseau, qui venait de publier Julie ou la Nouvelle Héloïse, n'est pas à sa hauteur. Je ne sais pas qui a raison, mais c'est clair que si Julie la Nouvelle Héloïse peut-être n'a pas amélioré Clarisse, Jacques le Fataliste de Diderot a certainement amélioré Tristram Shandy. Je ne sais pas si quelqu'un a réussi jamais à finir Tristram Shandy. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup, mais j'ai jamais réussi à le finir. Tandis que Jacques le Fataliste, c'est splendide. Une fois qu'on commence à le lire, on ne peut pas le laisser. Vous voyez aussi que je suis une des personnes qui aiment les œuvres agréables à lire. Or, les meilleures œuvres du XVIIIe siècle ne se laissent pas installer aisément dans les catégories génériques précédentes. Richardson change le jeu de manière spectaculaire. Fielding d'une manière plus modérée, Sterne et Diderot, mieux que Sterne, dérogent très librement aux genres existants. Richardson par la synthèse, parce qu'il mélange dans Pamela et aussi dans Clarisse tous les 6 genres dont j'ai fait la liste un peu avant. Et donc je dis souvent à mes étudiants, voilà, je leur montre un iPhone et je dis, vous savez, on a inventé ceci, il y a toutes sortes de choses qui sont très faciles à porter dans un petit quelque chose qui peut se mettre, un petit outil qui se met dans la poche. Pamela, c'est cela pour les romans. Au lieu d'acheter 6 romans, on achète un seul roman et tout est là. Vous voyez, c'est un vrai businessman. Okay? Plus un écrivain qui a beaucoup de talent. Les deux choses sont miraculeusement ensemble. Donc, 2 choses semblent donc se passer en même temps au XVIIIe siècle. D'une part, le roman, un genre qui n'a eu que peu de prestige jusqu'à récemment, n'étant même pas mentionné par les théoriciens dans leurs ouvrages normatifs. Et si on veut essayer de bâtir une théorie de roman avant le XVIIIe siècle, on est en quelque sorte forcé de lire les avant-propos des écrivains. Et j'en ai lu certains, et c'est toujours la même chose, même pour Artamène, même pour l'avant-propos d'Artamène, l'auteur, ou de Clélie, pardon, de Clélie, l'auteur vous dit toujours que son seul but est la vérité. Oui, de montrer le monde tel qu'il est. Okay, c'est absolument dans tous les cas. C'est la seule constante dans la théorie du roman avant le. Mais précisément le roman dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, il commence à être apprécié et reconnu comme un genre à part, un genre qui mérite d'être respecté. Voilà donc la bibliothèque des romans, ainsi que l'article que Marmontel consacre au roman. C'est un des premiers critiques qui parle du roman dans ses éléments de littérature 1787. Et vous voyez qu'au sommet de ce genre, chez des auteurs comme Diderot, comme Richardson, comme Fielding aussi, la valeur, il y a des œuvres dont la valeur commence à être reconnue sont des créations libres.
et élégante et qui ne respecte pas tellement les contraintes génériques. Alors cette situation annonce, il me semble, un trait durable de l'art du roman et par la suite des autres genres littéraires, voire artistiques au XIXe et XXe, à savoir que les créations haut de gamme, comme on dit en anglais, celles qui aspirent à atteindre le sommet de la qualité artistique, au lieu de respecter scrupuleusement les lois du genre, comme l'avait fait le théâtre au XVIIe et au XVIIIe siècle en France, avec d'excellents résultats, s'en dégage de plus en plus. Alors, donc, le respect des genres, l'attention aux consommateurs seront de plus en l'attention commerciale aux consommateurs, comme vous l'avez très bien dit à plusieurs reprises, c'était de manière très convaincante, ce seront de plus en plus des traits de l'art bas de gamme. Okay. Et je vais citer tout à l'heure Tocqueville, qui a vu tout ceci en 1840 déjà, et a très bien défini ce qui se passait. Un élément essentiel surgit ainsi. Alors qu'au XVIIIe siècle, la différence entre œuvre réussie et œuvre médiocre, les deux respectant l'art au sens de métier, un artiste était un artisan, la différence était surtout celle entre le talent et la médiocrité. Bon, c'est très injuste, mais ça s'est passé comme cela. Phèdre de Racine, vous savez, ça a été un échec, et le grand succès était une autre Phèdre et Hippolyte de... très bien. Okay. Qui n'est pas mal, mais quand même, c'est pas au niveau et c'est entre un grand talent et un talent un peu moins remarquable, et on dit même, on pourrait même dire, Racine a du génie, tandis que Pradon a un peu de talent. Mais vous voyez que vers la fin du XVIIIe siècle, déjà à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe, dans la notion de génie, au lieu d'être présenté avec le verbe avoir, commence à être présenté avec le verbe être. Okay? Et au lieu de dire Racine a du génie, on va dire tel écrivain, tel artiste est un génie. Est un génie. Et on sait que le rôle que cette notion occupera dans cette nouvelle discipline, l'esthétique, chez Emmanuel Kant, chez un innombrable héritier au XIXe, XXe siècle. Le génie est celui, ils disent, qui par-delà toute convention, par-delà tout usage, établit lui-même ou elle-même, seul et indépendant de toutes les normes artistiques toujours établies, seul et indépendant de tous. C'est lui ou elle qui établissent les normes artistiques toujours nouvelles, toujours surprenantes, toujours éblouissantes. Le génie est autonome, libre et tout-puissant. Il y a quelque chose de divin et si Hegel, à cette époque, pour toutes sortes de raisons, pense que l'art touche à sa fin, car selon lui, l'art n'a plus la puissance qu'il était censé avoir eu en Grèce ancienne ou au temps des cathédrales, en pratique, ce qui s'est passé, c'est un véritable sacre de l'écrivain, comme l'a appelé si justement Paul Bénichou. Ceux qui portent la couronne et le sceptre de la littérature et de l'art sont au-dessus des lois du métier, au-dessus des règles du genre. D'où l'adoration de Shakespeare chez Hugo et chez Stendhal, Shakespeare étant considéré, vu de France début XIXe siècle, comme étant le type même du génie qui n'obéit pas aux règles de la poétique d'Aristote, qui étaient les règles suivies en France et en Espagne au XVIIe et au XVIIIe siècle. Ces règles-là, pour Hugo, étaient une véritable prison. Et vous savez comment il décrit Corneille comme celui qui est dans cage, pris en cage par les... Bon, un commentaire tardif. Vous savez, c'est vrai que Shakespeare suivait une autre poétique que celle de Corneille, de Racine et de leurs contemporains, mais je pense qu'on aime tous Hamlet de Shakespeare et on est tous très émus par toutes les aventures ou les hésitations, si vous voulez,
de Hamlet avant de se décider à la dernière minute de tuer son oncle, son beau-père en même temps. Et on se dit que c'est très intéressant, c'est vraiment du génie. Il n'y a pas l'unité d'action, il y a le développement du personnage, il y a ces idées. C'était une convention. Il y avait Hamlet appartenait à un sous-genre qui s'appelait les tragédies de la vengeance, les revenge tragedies. Et une des règles implicites, enfin suivie par tout le monde qui écrivait des tragédies de la vengeance, genre très 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 populaire au fin 16e, début du 17e siècle en Angleterre, il y avait une règle, on découvre le crime et la vengeance arrive 5 actes plus tard. Et il y a toutes sortes d'hésitations, etc., pour tenir les spectateurs, disons, et aussi la surprise à la fin, tout le monde meurt. Tout le monde meurt. Exactement comme dans Hamlet. Donc Hamlet peut-être que Hugo, c'est un très Shakespeare est un très grand auteur, mais quand même lui aussi il respectait certaines conventions. Mais en plus, le roman, comme on l'a très bien montré déjà, venait de subir une profonde transformation au début du XIXe siècle. Et là, je voudrais insister peut-être un peu sur le défi que présentait cette nouvelle société, cette société qui partout en Europe, de l'Angleterre jusqu'à la Russie, avait d'abord assisté à ce cycle de vagues révolutionnaires en France et aussi avait participé à des guerres qui avaient duré 22 ans. Et qui ont massacré à peu près un tiers de la population masculine, des jeunes hommes. C'était un traumatisme difficile à imaginer. C'était peut-être comparable à celui qu'ont vécu mes parents et tous les gens qui ont assisté en Europe à la Deuxième Guerre mondiale, surtout vers l'Est. Hein. Et surgit une nouvelle vision du monde et de nouvelles règles du métier. Bon, évidemment, pendant ce temps, aussi la scolarisation, l'augmentation des revenus, la croissance de la classe moyenne ont profondément transformé les rapports entre le monde de l'art et de la littérature et son public. Et voilà, je vais citer ici Tocqueville, de la démocratie en Amérique, dans le 2e volume, 1840, que dans les sociétés démocratiques, selon lui, l'accessibilité de la culture a pour conséquence sa division en 2 registres, dont l'un encourage la production d'œuvres capables de capter l'attention du grand nombre par leur nouveauté, par leur facilité et par le caractère étonnant, tandis que l'autre est destiné aux vrais connaisseurs. Moins nombreux, beaucoup moins nombreux. Ici, on sait qu'on appelle des romans feuilletons les romans qui sont publiés à titre périodique, mais vous voyez, beaucoup de grands romans, beaucoup de grands écrivains ont publié leurs œuvres en feuilleton, même s'ils appartenaient à la classe de ce que vous avez appelé ici les écrivains légitimés, ou enfin, moi je voudrais tout simplement dire les écrivains vraiment haut de gamme. Et donc, le public, dans cette situation, sera naturellement attiré par les ouvrages les plus excitants et les plus captivants et il fera moins attention à la qualité artistique et hélas, moi aussi, je suis un adorateur de Balzac, mais la manière dont il écrit n'est pas toujours la plus élégante. Et on peut critiquer Barthes. J'ai moi-même eu des doutes à propos de la manière dont très cruelle dont il traite Balzac, qu'il méprise, mais on peut comprendre que les écrivains qui se délectent en lisant la littérature de la fin du 19e peuvent considérer Balzac comme un de ces auteurs qui veut attirer un public par le caractère excitant, captivant de ces... je cite Tocqueville, il y régnera
dans ses romans, une force inculte et presque sauvage. Okay? Une force inculte et presque... On tâchera d'étonner plutôt que de plaire. Okay? Les moins bons parmi ces écrivains seront, pour lui, des véritables marchands d'idées. On a très très bien noté cela aujourd'hui, tandis qu'il y aura un petit nombre d'artistes, de véritables artistes, qui écrivent pour un tout petit public capable d'apprécier leur génie. S'ils ont un mérite supérieur, dit Tocqueville, ils réussiront, en dépit de leurs défauts et de leurs qualités, à se faire lire, mais ces exceptions seront rares. Et nous allons parler un peu de ces exceptions. Alors voilà, qu'elle soit populaire ou élitiste, la littérature du Nouvel Âge est définie donc par deux traits décisifs. Elle doit satisfaire le besoin de nouveauté, donc la surprise constante, mais aussi, il y a quelque chose de violent dans cette littérature, la violence représentée ou la violence de l'innovation. Et il s'agira aussi désormais, pour le roman, d'être le genre le plus sensible aux grandes transformations de la vie individuelle et sociale, et donc le plus flexible et le plus proche des lecteurs. Je voudrais souligner ici le fait que les romans, comme d'ailleurs la plupart des œuvres littéraires et artistiques, inventent des mondes fictionnels, mais des univers de fiction, mais que ces univers de fiction font référence au monde réel, soit au monde réel au niveau strictement social, historique, ainsi de suite, mais aussi, aussi au niveau des convictions morales, des maximes morales qui guident les personnages. Et il y a ici trois nouvelles manières, vraiment nouvelles, senties comme nouvelles à la fin de cette période, de ce traumatisme de presque 30 ans en Europe, trois nouvelles manières de concevoir les choses qui gouvernent et guident l'action des personnages de roman. D'abord, l'individu est libre de définir sa vie. C'est une nouveauté. C'est la vocation au lieu de la naissance. Si les romans d'avant, où il y avait plein d'orphelins ou des gens qui ne savaient pas de qui ils provenaient, comme chez Héliodore, Carilé ne sait pas, hélas, qu'elle est la fille de la reine d'Éthiopie, elle doit pour réussir dans la vie, elle doit trouver sa naissance. C'est un peu dans Artamène ou le Grand Cyrus, c'est la même chose. Ici, il faut trouver sa vocation. On est libre, mais il faut trouver sa vocation. La découverte, comme dans Illusion perdue, découverte ratée, ou dans David Copperfield de Dickens, découverte réussie. La paternité chez Dickens est aussi, et surtout la maternité, est souvent cachée, mais sa découverte n'est pas essentielle. Ce qui est essentiel, c'est la force intérieure, la capacité de se conduire soi-même qui compte le plus, d'où l'importance du roman de formation. Un succès, par exemple, j'ai dit que c'est un grand succès de formation intérieure, même. Il ne suffit pas de trouver sa vocation, mais aussi de savoir faire face à la vie et savoir qui on est, et comment se automodeler dans les grandes espérances. Chez Balzac, Balzac est un peu plus méchant. Ils ont perdu, c'est un échec. Mais il y a d'autres romans où les personnages réussissent à savoir qui ils sont et à répondre à leur vocation. Premièrement, donc, l'individu est libre. Deuxièmement, une grande nouveauté, c'est la mobilité sociale. Elle existe déjà un peu au XVIIIe siècle, on la voit un peu chez Richardson, où Pamela, qui n'est qu'une servante, finit par épouser son maître, un bonhomme libidineux,
qui essaie de la violer, mais elle tient un journal intime où elle décrit sa vertu et l'horreur que lui fait la sexualité débordée de son maître. Et son maître, indiscret et dépourvu de scrupules, lit le journal. Il est ébloui par la supériorité morale de cette belle servante, se convertit à la beauté morale et l'épouse. Okay? Donc, mais vous voyez, c'est pas une promotion sociale, c'est tout simplement une promotion morale. C'est une sorte de affirmation de l'égalité morale entre les êtres humains et non pas de l'égalité sociale. Ici, la mobilité sociale après 1815 devient essentielle. C'est la voie à parcourir pour réussir. Et troisième élément qui me semble typique pour cette période, c'est la découverte de la spécificité des époques, pays, culture, classe, profession. Et ceci nous explique d'où vient cet extraordinaire intérêt pour le passé et pour les pays exotiques, bien exploité d'ailleurs par tous ces romans d'aventure et de voyage que vous avez si bien racontés. Avant, les romans étaient intéressés par la nature humaine en tant que telle. Et pour Alexandre de Gomberville, se passe partout. Il y a toutes sortes de voyages, mais ils sont tous les princes dont il fait la connaissance, quels qu'ils soient, turcs, américains, ils sont tous exactement tout aussi polis et tout aussi élégants que Paul Alexandre lui-même. Il n'y a pas de différence. Nous sommes encore dans l'idée d'universalité, ce slogan des Lumières. On ne se rend pas assez compte à quel point la pensée historique au début du XIXe siècle, surtout en Allemagne, était une réponse à l'idée d'universalité des Lumières. C'était non. Il y a des différences nationales immenses. Ça commence par Herder, bien entendu, nationales, ethniques, de profession, de classe, etc. Hein? Ouais. Donc, liberté, mobilité, spécificité. Un paysage entièrement différent. Ce n'est pas que des romans plus classiques, ceux qui peignent un monde réglé, stable, obéissant des normes générales, plutôt que cette nouvelle liberté, ainsi de suite, ne continuent pas à être écrits. Je me dis que Adolphe, par exemple, fait partie de cela, et l'immense récolte de romans sur la noblesse dans le livre de Jean-Marie Seillant en font encore partie. Mais on ajoute quand même le développement individuel, la maturation, les rapports complexes de famille, le sacrifice, le suicide, ainsi de suite. Quant à la nouvelle manière d'écrire des romans au tout début du 19e, voici 3 exemples. Un allemand, un anglais et un français. Michael Kohlhaas de Kleist, où c'était juste au tout début, ça doit être 1807-8, quelque chose, pendant la guerre napoléonienne. C'est un individu qui est un marchand, et soudainement il est appelé à transformer le monde. Il a une vocation personnelle qui lui est imposée par le monde, il doit agir en tant que révolutionnaire. C'est un récit sur la liberté, la mobilité, la spécificité historique aussi, puisque les institutions sont très différentes. C'est un éloge de la complexité du Saint-Empire qui réussit malgré tout à résoudre un conflit entre la noblesse et les classes productives au sommet de la justice. Ensuite, Waverley de Walter Scott, bien entendu, où le personnage est plutôt un témoin de l'existence d'une culture plus archaïque que la sienne. Et enfin, en France, comme le colonel Chabert, c'est exactement le contraire, la découverte par un ancien héros des guerres napoléoniennes de la mesquinerie d'une société dite pacifique, et la spécificité du monde social historique. Balzac, disons, admirateur de Chabert, réfléchit non pas à la spécificité historique des cultures comme le faisait Walter Scott, mais réfléchit à la spécificité sociale à l'intérieur de son pays. Bon, dans le cas du colonel Chabert, il suffit de lire la tirade finale de Derville pour savoir de quoi. Dans ce contexte, les écrivains les plus ambitieux ont le souci de raconter afin de surprendre et de faire reconnaître aux lecteurs le monde dans lequel ils doivent
vivre. Et l'idée de nature humaine uniforme n'est pas prépondérante. Et donc des nouvelles manières de raconter, de nouveaux genres en résultent, le drame historique, le roman de la découverte d'un monde archaïque et qui est pourtant bien le roman exotique, Scott, Tolstoï, etc., et le portrait de la société réelle, de sa diversité, de sa structure institutionnelle et psychologique, Balzac, avec une certaine confiance. C'est nouveau et c'est bon. J'insiste sur cela. Et la répétition épisodique des anciens genres disparaît à ce niveau. Chaque aventure, chaque tournant de l'intrigue sont différents des aventures et des tournants précédents. Dans Illusions perdues, il y a tout le temps des choses nouvelles. Et aussi, il y a chez Balzac, le « Voici pourquoi » que nous connaissons tous, qui ouvre des longues pages de peinture historique et sociale avec toutes les explications nécessaires sur la marche de la justice et de toutes les institutions. Il y a une injection très forte de psychologie morale de sociologie, d'histoire et de psychologie morale. C'est une recherche de la vérité et de nouvelles certitudes. Et c'est une recherche optimiste. Et c'est à ce moment-là, précisément, qu'a lieu cette grande division dont parle Tocqueville, entre d'une part la littérature bas de gamme qui cherche à étonner plutôt qu'à plaire et qui s'efforce d'entraîner les passions plutôt que de charmer le goût, et les auteurs qui se dévouent à la perfection artistique et qui ont été appelés déjà en Allemagne les génies. Ces derniers seront présents en poésie, dans le théâtre, mais le roman reste pendant longtemps entièrement ouvert au grand public. Les génies de la première moitié du siècle veulent quand même plaire au plus grand public. Balzac est comme cela, Victor Hugo sera comme cela. Stendhal, qui a moins de succès, se considère comme précurseur. C'est un génie qui sera découvert à l'avenir, vous voyez. À un autre niveau, un niveau de moyen, si j'ose dire, Alexandre Dumas et ses romans historiques, et à un niveau populaire, Eugène Sue, vous allez voir, ils suivent les mêmes tâches, ils répondent aux mêmes défis que Balzac ou que Victor Hugo. Concernant la liberté de l'individu, oui, chez Dumas, D'Artagnan se définit lui-même et choisit lui-même ses amis et ses aventures. Chez Eugène Sue aussi. Rodolphe se redéfinit en tant que personnage à deux rôles absolument différents, mais en même temps, l'hérédité est là parce qu'elle est essentielle pour Fleur de Marie qui découvre comme Chariclée qu'elle est malgré tout d'origine noble. La mobilité. Dans Dumas, les mousquetaires changent la situation selon leur choix. Dans les mystères de Paris, les personnages changent de classe sociale rapidement et souvent, parfois sans obstacle, mais ils le font le plus souvent grâce au hasard et à la providence qu'à leur propre mérite. Et enfin, la spécificité sociale et historique et la couleur locale, nécessité absolue, selon Benjamin Constant à l'époque, quoique lui ne le fait pas, couleur locale qui souvent est assez stéréotypée. Dans Dumas, on a un XVIIe siècle bien réarrangé pour la thèse du roman, et dans Eugène Sue, il y a une description assez fidèle de la condition sociale des travailleurs. Pour ne pas parler de Stendhal et l'Italie, Julien Sorel la mobilité, Fabrice la liberté et la spontanéité, pour ne pas parler un peu plus tard de Prosper Mérimée, dont on n'a jamais parlé aujourd'hui. Pourquoi? Je sais pourquoi, parce qu'il aimait la littérature russe. Et on a dit, je ne sais pas, on a dit quelque chose hier, il y avait des snobs qui protestaient contre l'influence de la littérature russe. Mauvais. Prosper Mérimée est très intéressé par la spécificité, par les coutumes, mais aussi par l'aveuglement, par le manque de liberté. Au sommet, l'art pour connaisseurs seulement prend son envol à partir des années 1850. Et je voudrais revenir à ce qu'on m'a enseigné quand moi j'étais étudiant. J'étais en Roumanie et on avait des professeurs marxistes qui connaissaient bien, même staliniens, et ils avaient raison. À faire une différence entre le premier 19e siècle optimiste,
où ce qui comptait le plus, c'était l'histoire, le progrès, la bourgeoisie en tant que classe progressiste. Et après, Barthes était d'accord avec ça, lui aussi d'ailleurs. Après 1850, d'un coup, après l'échec de la révolution de 1848, après la manière dont Marx se moque de cette révolution-là, selon lui lamentable, comique, il y a quelque chose de différent. Il y a quelque chose de différent. La littérature devient pessimiste. Et Flaubert, dans ma jeunesse, Flaubert, c'était pas bon. Et Zola, c'était terrible. C'était un écrivain réactionnaire et tout ça. Bon, mais je ne veux pas ajouter ici, ce n'est pas l'évaluation qui compte, mais je voudrais insister sur ce changement profond, parce que les défis initiaux, liberté, mobilité, spécificité, seront traités d'une manière complètement différente à partir de 1850, aussi parce que peut-être, je serais d'accord avec les analyses sociologiques comme celle des marxistes, que la triple société de cette triple promesse de progrès à ces trois niveaux n'a pas été tout à fait tenue. D'une part au niveau sociopolitique, mais aussi au niveau philosophique. Vous savez que dans les années 1850, comme par hasard, juste pendant cette période-là, on découvre Schopenhauer. On découvre l'œuvre de Schopenhauer, déjà publiée beaucoup plus tôt. On découvre ce monde de la volonté aveugle et de la représentation. La seule manière de se détacher du monde de la volonté aveugle, où on est manipulé par des forces invraisemblables et incompréhensibles, étant le salut par l'art. On fait un pas en arrière, on contemple le monde et on est sauvé par l'art. Et les lecteurs de Schopenhauer se sont sentis certainement on a dit une confirmation de leur conviction lors de la publication des origines des espèces de Darwin. On voit d'un coup, voilà, la volonté aveugle touchée par Darwin. Il montre, elle est là, elle s'appelle l'évolution des espèces. Vous êtes des êtres humains à cause d'une volonté aveugle qui continue d'agir en vous. Donc, d'un coup, au niveau haut de gamme, vous avez quelqu'un comme Flaubert, un grand écrivain de la déception. Pour lui, la liberté, la mobilité sont impossibles à obtenir. Voilà Emma Bovary qui voudrait obtenir une certaine liberté, une certaine mobilité sociale, mais évidemment, elle ne sera jamais comme les héroïnes de romans ou comme les personnages de cette aristocratie locale qu'elle flatte et qu'elle veut imiter. Et quant à la spécificité, au lieu d'être excitante et exotique, il y a la laideur de la spécificité bourgeoise, il y a Charles Bovary et il y a Homais. Ce qui compte d'un coup, le référent est horrible, elle l'est. Et donc, d'où vient la beauté? Elle vient de l'écriture. C'est de là que vient cette parole fameuse de Flaubert. Il ne l'a pas pratiquée, mais quand même, il l'a dit. Il a pensé à la possibilité d'écrire un beau livre sur rien. Balzac n'aurait jamais dit cela, ni Hugo d'ailleurs. Et les lois du genre deviennent secondaires. Madame Bovary, j'avoue, quand j'étais... ma mère m'avait interdit, bien entendu, de lire Madame Bovary, mais bon, c'était l'époque où les parents contrôlaient ce qu'on lisait. Mais j'ai lu Madame Bovary, j'avais peut-être 17 ans, 18 ans. J'ai trouvé ça horriblement ennuyeux, il n'y avait rien qui se passait. Et en plus, je n'ai jamais compris pourquoi il y avait deux personnages qui se promenaient comme ça dans un fiacre indéfiniment dans une ville de province. Bon, voilà. Description, action inutile. Plus tard j'ai compris, je n'étais pas très très fier, ok, pour eux. Ou alors, encore plus fort, Bouvard et Pécuchet, c'est un sort de roman sans genre proprement dit. C'est un roman picaresque sans aventure. Et c'est peut-être que... ouais. Et vous voyez que Flaubert veut dépasser les règles du genre et faire autre chose. Okay? Dans le Huysmans, à rebours de Huysmans, volontairement haut de gamme, aucune action, il n'y a absolument rien qui se passe, un retrait total de la vie, le salut par l'art, l'écriture seul compte, et il n'y a pas de vente. Le roman n'a pas, vous savez qu'il n'a pas été... C'est l'essor en quelque sorte de l'esthétisme.
On a parlé ici, et c'était très intéressant, du symbolisme de Rémy de Gourmont, admirateur de Schopenhauer. Aussi, c'est la période où Nietzsche est un disciple plus optimiste de Schopenhauer. Il a influencé beaucoup d'écrivains français, dont Gide. Et un peu plus tard, on va vers l'intuitionnisme de Bergson. On fait comme on veut, on invente des formes nouvelles, on continue de faire violence au public. Ce sont des génies en action. Une des nouvelles thématiques sera la recherche de soi et un salut strictement individuel par le plaisir chez Gide, disciple de Nietzsche, comme on le voit dans les nourritures terrestres, et grâce à l'art, chez le plus schopenhauerien des écrivains français, à savoir Proust. Mais c'est une synthèse entre Schopenhauer et Bergson, sa pensée, et c'est la vraie présentation littéraire du salut par l'art. Et vous voyez, les écrivains qui sont plus positivistes et qui s'opposent à cela, comme on l'a vu très bien dans la discussion hier et aujourd'hui, comme surtout dans le papier sur Zola, ceux qui continuent, ce n'est plus l'histoire qui les intéresse. Ils ne sont plus tellement intéressés. Ils ne croient pas comme Balzac croyait à la force historique du progrès. Ils sont beaucoup plus intéressés par Darwin, par la science, par une certaine fatalité génétique des êtres humains. C'est très évident chez un Zola. Et c'est là, peut-être, à cause de ce culte pour un autre type de science qui n'est pas historique comme avant, mais qui est une science exacte, l'intérêt pour l'anticipation dont on a parlé aujourd'hui de manière si intéressante. Alors voilà, fin 19e et tout au long du 20e siècle, le roman haut de gamme pratique une véritable religion de l'art, soutenue au 20e siècle par la théorie littéraire formaliste. Et religion, je dis religion. Et j'entends vraiment religion. Okay? Beaucoup de religions ont deux traits. À leur sommet, je vais finir avec ça. Si vous êtes vraiment, non seulement religieux, mais vraiment mystique, si vous êtes vraiment mystique, si vous êtes un disciple de Maître Eckhart, par exemple, comme Heidegger, qui était... la première chose qu'un mystique doit faire, c'est refuser le monde, tourner le dos au monde et se consacrer à Dieu. La religion de l'art se contente de tourner le dos au monde. Okay. L'effet de réel de Barthes reformule le point de vue moderniste selon lequel l'art n'est que beauté, virtuosité formelle et toute puissance de l'artiste. Il le fait en termes sémiotiques. La langue est un système autonome fondé sur un jeu d'opposition arbitraire plutôt que sur le sens et la référence. Les liens avec le nouveau roman des années 50 sont particulièrement visibles. Du roman sans personnage promu par Nathalie Sarraute, Barthes passe au roman sans auteur. Il n'y aura que le scripteur et plus généralement à l'idée que la mention du réel en littérature est un geste purement sémiotique. Deuxième aspect important de la pratique religieuse, proprement dit, c'est l'ascétisme. Tout d'abord, il ne faut pas manger de viande pendant des mois avant le printemps, et il ne fallait pas, je m'excuse. Il y a d'autres pratiques encore plus brutales si vous voulez être un vrai ascète. Non, ne parlons pas de cela, mais disons, on torture son corps, on se fouette sans même... Ces pratiques ascétiques sont transférées par la religion de l'art dans l'art. La difficulté de lecture est promue au rang de signe de la qualité artistique. Une œuvre est vraiment de haute qualité si sa lecture est très, très difficile, ennuyeuse et impossible. Claude Simon est un grand romancier digne du prix Nobel, précisément parce que des lecteurs imbéciles, comme moi par exemple, ne réussissent pas à lire plus de 3 ou 4 pages. Il mérite cela parce que je ne suis pas un véritable saint et ascète, et je n'ai réussi pas à me fouetter en lisant
Ceci continue. Joyce est un grand écrivain. C'est un grand écrivain. S'il avait écrit seulement les 50 premières pages de son roman, je l'aurais aimé encore plus, mais j'ai pas réussi à aller plus loin parce que c'est trop ennuyeux, mais son anglais est formidable. C'est un très grand écrivain. Ça continue d'exister. Cette année, bon, il y a eu les telkélistes un peu lamentables autour de 1970, mais il y a un écrivain très intéressant, Pierre Guyotat, qui a été fêté cette année et qui continue cette tradition et qui ne disparaîtra pas. Au lieu de genre, on insiste sur le style et le courant. Chacun des auteurs étant censé inventer de nouvelles manières d'écrire. Et celui qui a formulé le mieux l'opposition entre la vraie littérature et, disons, cet écrivain lamentable populaire, c'est Greenberg, ce critique américain qui, dans les années 38, a fait un article qui s'appelle « Avant-garde et kitsch ». Ce qui n'est pas bon, c'est kitsch. Parce que vous l'aimez, c'est kitsch. En même temps, la prospérité et de la littérature mid-brow a continué. Et pour ne pas parler de la prospérité de la littérature bas de gamme, de la littérature commerciale et populaire qui, vraiment, en quelque sorte, elle a conquis tout un territoire. C'est la trahison des gens élégants qui ont permis que ces bons territoires soient pris par des écrivains peut-être moins forts. Mais le point de vue de Stevenson, que vous avez cité, Monsieur Louis, oui, c'est très intéressant. Lui a très bien vu essayer de négocier une position entre les deux. Et la littérature lisible, dont l'objet est le monde, continue d'exister. Et elle est peut-être associée à cet intérêt nouveau, admirablement exemplifié par ce beau colloque, pour la grande richesse des genres du roman. Merci.